Salut, bienvenue dans After CAN, votre émission foot. On connaît enfin le tableau des quarts de finale de la compétition. La Tunisie et la Côte d'Ivoire rejoignent les derniers qualifiés pour les quarts de finale. Il y aura eu beaucoup d'enseignements dans cette journée, dans cette même soirée, on peut dire, parce que la soirée s'est prolongée. Vous avez vu qu'il y a eu ces tirs au but entre la Tunisie et le Ghana. Beaucoup de choses à dire lors de cette émission. Il y aura vraiment beaucoup de choses, je pense, à décortiquer parce qu'il y a beaucoup de faits de jeu sur lesquels on va revenir. L'occasion de vous rappeler qu'on est en même temps en direct live sur Facebook. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra en plateau avec mes invités. Et aussi sur le site www.sadafrique.com, sur Twitter, le hashtag AfterCAN. AfterCAN, c'est maintenant avec un plateau de choix. Aujourd'hui, il y a des experts, il y a vraiment des gens confirmés. Anderson Awa qui a le sourire de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Anderson. Bonsoir. Fondateur de Spima qui est ancien international aussi. Le sourire forcément. Oui, le sourire. On en reparlera. Pour le résultat. Pour le résultat. Il a le sourire aussi, c'est Farouk Abdou de Lucarne opposé au foot. Bonsoir Farouk. Bonsoir Montseau. C'est passé. Avec des émotions fortes, beaucoup, mais c'est passé. Notre invité du soir, Didier Ovono, le gardien du Gabou. Bonsoir Didier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, notamment sur cette séance de tir au but, ce changement de gardien. Je pense qu'aujourd'hui, on aura vraiment ton avis sur ça. Et enfin, Naïm Moniol de Eurosport. Bonsoir Naïm. Salut Monsour, salut à tous. Bonsoir messieurs. On a vu ces deux matchs. On va commencer par le premier match. Forcément, Mali-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Mali. On a vu une équipe du Mali qui a dominé, une équipe du Mali qui s'est procuré énormément d'occasions. Mais au final, comme Anderson disait en off, l'important c'est de gagner. Oui, l'important c'est de gagner. C'est vrai qu'une CAN, on a l'habitude de le dire, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et c'est vrai qu'on peut pousser un ouf de soulagement, mais beaucoup d'inquiétude, parce que j'ai été vraiment, pas consterné, mais vraiment très inquiet par le jeu aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Aucun fond de jeu. On passait par des individualités, vraiment un jeu long. Je me souviens en fait de la première émission que j'avais faite avec vous, après le match du Maroc. Ben, on a retrouvé les mêmes problématiques, avec du jeu long, avec pas de lien entre le milieu et les attaquants. Pépé, encore match compliqué. Un système, je ne sais pas finalement si ce système convient à la Côte d'Ivoire. Je vais en parler avec mes collègues. Est-ce que le sélectionneur convient à la Côte d'Ivoire? C'est dur. Il va falloir poser la question. Non, c'est pas dur. Quand tu arrives en huitième de finale de la CAN, je suis désolé de prendre la parole, mais quand tu arrives en huitième de finale de la CAN et que sur 4 matchs face à des adversaires, alors là, le Mali a bien joué, mais face à des adversaires qui ont été à ta portée aussi en poule, que tu as une équipe qui est coupée en deux, que la seule solution que tu as, c'est un coup de sortir Pépé, un coup de sortir Gradel, de faire monter Kessié en 10. C'est absolument pas un créateur, Kessié n'a pas les appuis, pour ça il ne sait pas le faire. Et que vous passez à chaque fois par des trous de souris, des trous d'épingle. Je ne comprends pas ce sélectionneur, je ne comprends pas le jeu de la Côte d'Ivoire. Tu es une génération moins forte parce que tu as perdu Yaya, parce que tu as perdu Drogba, parce que tu n'as plus les mêmes joueurs, que tu démarres un nouveau cycle, que tu as des blessés, Bailly, Aurier. Ça, je le conçois, il n'y a pas de souci. Jouer comme ça, de cette manière-là, se faire malmener, maîtriser par le Mali, qui heureusement n'est pas dangereux, là, tu es proche de la faute professionnelle. Et à un moment donné, tu peux passer une fois, tu peux passer 2 fois, tu ne passeras pas 3. Donc c'est quoi? C'est une victoire inespérée la Côte d'Ivoire, on peut dire? Pas sur l'ensemble. Le Mali, il a juste manqué un petit peu de réalisme ou la dernière touche qui aurait pu transformer les actions en but. Le Mali aurait même pu se procurer beaucoup plus d'occasions s'ils n'avaient pas trop abusé dans le jeu long sur Diaby qui courait extrêmement vite, sur Genepo qui manquait pas grand-chose. Et finalement, la Côte d'Ivoire, sur du jeu long qui, sur une défense du Mali un peu déconcentrée, fait un premier avertissement qui a failli passer et une deuxième qui a été la bonne. C'est très léger pour 90 minutes, mais est-ce qu'ils auront la même chance dans la suite du parcours? Difficile à dire. Didier, quand on est Ivoirien, quand on sort dans tel match, on est forcément content d'être qualifié, mais est-ce qu'on peut se satisfaire de ça, la prestation? Non, mais moi je dirais à la Coupe d'Afrique, le plus important, c'est de passer. Ouais. Aujourd'hui, ils savent qu'ils ont pas bien joué, mais que s'ils veulent aller chercher cette Coupe d'Afrique, il faudra faire mieux, il faudra faire plus, parce que les oppositions qu'ils ont eues depuis le départ, ça passe toujours par un petit trou de souris. Et je pense que quand je regarde des équipes comme l'Algérie, comme Madagascar, ils ne vont rien lâcher jusqu'au bout. Et là, il faudra que la Côte d'Ivoire joue vraiment à un niveau au-dessus. C'est pas à toi que je vais apprendre qu'en Afrique, l'important à la CAN, c'est de passer tant que tu passes. Ouais. Voilà. Mais à partir du moment où tu ne vas pas Le jour passer, où ça bloque. tu sais qu'on va te faire le bilan comptable à partir du premier match de poule, quoi, dire voilà, premier match, il s'est passé ça, deuxième match, il y a eu ça, troisième match, tu as fait ça. Et qu'à un moment donné, quand ça va arriver à la Côte d'Ivoire et quand Camara va se retrouver confronté à son propre bilan,
On a toujours tendance à dire en Afrique c'est exagéré, les supporters sont plus durs qu'ailleurs, les journalistes c'est machin. Excusez-moi, sur 4 matchs vous voyez rien. Mais alors rien de rien. Non, mais c'est vrai qu'il y a, excuse-moi, je te coupe, Naïm, c'est vrai que moi je suis un peu d'accord avec Naïm, je n'irai pas peut-être en profondeur comme ça sur Camara, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai dit, il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas aujourd'hui, qu'est-ce que nous propose la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on a l'impression qu'après 4 matchs, ils se cherchent encore. Kodia, avec ce système-là, en 4, 2, 3, 1, Kodia en pointe, je ne sais pas si c'est la solution. Aujourd'hui, il y a manque d'agressivité, enfin, on s'est fait malmener. Et ça, il faut être honnête. Et dans le prolongement de ce que tu dis, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les critiques à l'égard de Pépé. Parce qu'on dit Pépé rate sa canne, Pépé machin. Mais Pépé, comme tous les attaquants, il est bon si les ballons lui arrivent. Et s'il lui arrive dans le sens du jeu. Si ton équipe elle est coupée en deux, que tes milieux se font balader. Regardez comment Djenepo a traversé le terrain 4, 5, 6 fois, 50, 60 mètres tout seul, balle au pied, qu'il a arrêté personne. Et qu'à un moment donné, ton attaquant, ton ailier, qui est la star de ton équipe, qui est le joueur rapide, il est dos au but et à 50 mètres du but adverse parce qu'il faut redescendre pour venir chercher les ballons, tu ne peux pas briller. C'est un Pépé ou pas Pépé, c'est que tu ne peux pas jouer comme ça. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que ce système aujourd'hui convient à la Côte d'Ivoire? Non. Avec deux milieux récupérateurs qui sont Seridier et puis Caissier. Et après, normalement, quand on joue en 4-2-3-1, c'est ce que je disais à la première émission, les 3 derrière, en soutien de l'attaquant, doivent animer le jeu, aussi bien en repli défensif qu'offensivement. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Caissier en 10 en animateur, c'est pas crédible. C'est pas possible. C'est pas crédible. C'est pas du tout crédible. On le sait, c'est pas du tout Non, c'est crédible. quoi là? C'est du bricolage, clairement. C'est du bricolage. Et puis alors, tu as les joueurs qui ne sont pas au même niveau entre le club et la sélection. Tu as surtout, moi, un truc qui me frappe, c'est que tu as l'impression que les joueurs ne se connaissent pas en fait. Que Seredi et Caissier, ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble? Ça fait longtemps. On a l'impression qu'ils se découvrent. T'as jamais... Les mecs, ça se complète pas. Si tu en as un qui monte, tu n'as personne qui compense, qui prend. Tu n'as jamais une solution. Tu n'as jamais un mec qui prend l'espace. Tu n'as jamais un type qui donne la petite passe verticale ou un attaquant qui décroche. Ou alors quand il décroche, forcément, il se retrouve dos au jeu. Vous vous rendez compte que la Côte d'Ivoire est quand même qualifiée? On parle d'eux un petit peu comme s'ils avaient perdu ce match. C'est bizarre, non? Oui, parce que dans l'ensemble, il y a eu seulement 2 actions abouties sur des 6 mètres ou du ballon, du jeu long qui était un petit peu abusé. Comme disait Naïm, on a l'impression que les joueurs se découvraient, mais la preuve aussi, c'est que les attaquants, quand ils l'avaient très rarement, ils s'agaçaient et les rares fois où ils l'avaient, ils voulaient faire la différence par eux-mêmes et du coup, ils abusaient des dribbles et des actions individuelles. Du coup, on sent bien qu'il n'y a aucun lien et il s'en sort très très bien. Ce qui est surtout terrible aussi sur ce match en particulier, c'est les latéraux. Je ne pense pas que les latéraux de la Côte d'Ivoire aient autant souffert depuis le début de la CAN. Que ce soit, alors Bakayoko, il n'a pas beaucoup joué en Ligue 2, il a fait une dizaine de matchs, il est là pour remplacer Aurier, c'est difficile. Traoré s'est fait balader sur son côté, le nombre de fois où il s'est fait prendre sur le crochet intérieur, l'accélération du Malien, c'était systématiquement la même chose. Tout le temps, c'est-à-dire que si tes latéraux déjà ne récupèrent pas la balle, se font effacer, ils ne peuvent pas faire monter le bloc, ils ne peuvent pas faire monter le milieu avec toi. C'est ce que tu as vu globalement sur l'ensemble du match. Alors, le Mali ne fait pas tout bien. Le Mali, moi, je ne suis pas là pour dire le Mali méritait de passer. Quand on a 70% de possession de balle, qu'on a 5 occasions franches et qu'on perd un match, qu'on ne mérite pas de gagner à un moment donné. Mais c'est quand même hallucinant ce qu'a réussi à faire. On parlait de braquage pour la Tunisie. C'est Madoff, Camara. Ce soir, c'est Madoff. Ce qu'il a réussi à faire, c'est du jamais vu. En tout cas, c'est un braquage qui fait plaisir aux supporters parce qu'il y a nos correspondants, Mel Berchel qui était du côté d'Abidjan. Il s'est promené un petit peu avec son micro dans les rues. Vous allez voir, les supporters, en tout cas, eux, ils sont contents. Je ne peux pas parler, le mot me manque. Un Malien, qu'il nous pardonne. L'amitié reprendra demain. Sinon, pour l'heure, franchement, on est eux. On a tout, il ne faut pas jouer. Mais le résultat final, là, c'est le Côte d'Ivoire qui gagne toujours. On dirait que tu es découragé là. Non, vraiment, je n'ai pas découragé. Il est bien joué. On avait félicitations. Il est bien joué quand même. Mais on n'a pas changé aujourd'hui. On a bien joué. On va féliciter les gères. Après, on nous a dominés. Vraiment, moi-même, j'étais découragé. Pas fini, mais s'il levait, il s'allait m'asseoir dehors. Il a dit, il ne peut pas regarder. Mais pas fini, deuxième mi-temps, là, non. J'étais fier de mon pays. Les jeunes Maliens, ils ont le bon talent. Inch'Allah, ça va aller à la prochaine. Ça rigole beaucoup sur le plateau, mais DJ, je me tourne vers vous. On avait un supporter à dire, après le mi-temps, j'étais découragé, j'ai failli partir. Est-ce qu'on peut dire que le Mali a été clairement sanctionné par son manque de réalisme? Oui, moi je pense que pour avoir joué le Mali en poule, c'est une équipe jeune, très jeune. Elle peut se créer 10 occasions et perdre 1-0. Et ça s'est vu aujourd'hui parce que s'ils avaient concrétisé le nombre des occasions en première mi-temps, à la mi-temps, le match est plié. Aujourd'hui, le Mali repart à la maison
avec beaucoup, beaucoup de regrets. Et je pense que la Côte d'Ivoire, elle doit vraiment, vraiment se remettre en question parce que vous donnez les mêmes occasions à une équipe qui a une vraie expérience, ben à la mi-temps, vous avez 3-0. Ouais. On va voir les statistiques de ce match. Farouk, juge, après vous prenez la parole. Le Mali a tiré 18 fois au but, seulement 4 tirs cadrés, contre 7 pour la Côte d'Ivoire et 2 cadrés. Exactement, il y a eu beaucoup, je trouve, d'impatience à partir de la deuxième mi-temps, alors qu'en première mi-temps, ils avaient de la vraie facilité à avancer, à se procurer des occasions. J'aimerais beaucoup savoir l'avis de mes collègues sur un sujet. J'ai trouvé que les changements sont intervenus trop tôt et il y avait vraiment... C'était vraiment dû à de l'impatience, de l'envie d'injecter du sang frais, mais peut-être un peu trop tôt. Et d'ailleurs, Diaby, quand on le voit sortir, il ne comprend pas trop le choix. De mon avis personnel, je ne sais pas ce qu'ils vont en penser, ça intervient un peu trop tôt. Non, justement, parce que c'est drôle, parce qu'on nous a posé la question, notamment sur les réseaux sociaux pendant le match. C'est vrai qu'on nous a dit pourquoi ces changements tout de suite, il y a eu beaucoup de changements d'un coup. C'était injecté du sang frais ou injecté de l'efficacité? Parce qu'à un moment donné, moi je me mets aussi dans la peau de Magasuba. Vous avez, ce qui est terrible sur ce match, c'est que pour la première fois de la CAN, le Mali a rentré dans la surface avec le ballon. C'est-à-dire que sur la phase de poule, c'est l'équipe qui marquait toujours de l'extérieur de la surface, qui finalement était peu dangereuse dans les 20 mètres. C'était beaucoup des frappes à mi-distance, sauf sur la Mauritanie, mais globalement, techniquement, on l'a vu sur la Tunisie, même sur l'Angola, c'est pas une équipe qui rentrait souvent dans la surface avec le ballon. Dès la première mi-temps sur ce match, Marega y est arrivé. Une fois, deux fois, trois fois. Alors, ça paye pas, mais techniquement, tu as réussi à faire sur une mi-temps ce que tu fais pas sur toute une phase de poule. Ouais. Et au final, tu marques pas. Et tu ne te crées pas d'occasion. Et tes centres en retrait, finalement, tu n'avais personne en retrait. Et ton dédoublement, quand ton latéral est donné et que tu n'arrivais pas à prendre le latéral de vitesse. Et ça arrivait tout au long du match. Et à un moment donné, moi je me mets dans la peau de Magasuba, on est monté à combien de possession de balle en première mi-temps? C'était à 70%. Mais c'était à peu près 70-30, oui. Bon, tu étais à 70-30. Tu as la maîtrise du match. Tu as les occasions. Tu es systématiquement en supériorité numérique. Tu effaces tes latéraux, tu as la présence dans la surface, tu ne fais pas une frappe. Ça doit cogiter, parce qu'il n'est pas bête, Magasuba. Il sait très bien qu'en face, il pouvait supposer que Gradel allait jouer. Ouais. Les mecs, tu connais leur statut, tu sais ce qu'ils jouent en Angleterre, en France, tu sais que sur une, deux occasions, ça marche. Donc à un moment donné, tu as voulu injecter des mecs pour essayer de créer la différence, peut-être des profils un peu différents, essayer de la moment que tu voulais passer par la vitesse, peut-être mettre un petit peu plus de puissance, amener de la taille, essayer de surprendre l'adversaire pour être enfin efficace, parce que quand tu as autant de situations de but et qu'au final tu es très peu dangereux, le Mali était finalement très peu dangereux compte tenu des occasions qu'il a eues. Moi je lis en tout cas ces changements comme ça, par l'idée de surprendre l'adversaire avec des profils différents, parce qu'il fallait être à tout prix efficace et bonifier la possession que tu avais. C'était pas un cadeau pour les deux gamins, les deux Adama Traoré qui rentrent, les faire rentrer dans ce contexte-là, alors que tu remplaces quelqu'un avec plus de vécu, que tu vois agacer, parce que c'est lui le client qui est titulaire, tu vois qu'il n'y arrive pas. C'est peut-être pas non plus un cadeau, le contexte Jules est tétanisé aussi. Excuse-moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense que je suis d'accord avec ton propos, mais je pense qu'en termes de timing, ce n'était pas le bon moment. Parce que Aïdara et Diaby, quand même au milieu de terrain, dès qu'ils sont sortis, on a vu tout de suite la différence. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a commencé à prendre confiance au milieu de terrain, alors qu'ils étaient sous l'eau. Ils étaient perdus au milieu de terrain. Perdus. Parce qu'Aïdara et Diaby arrivaient à mettre le pied sur le ballon. Dès qu'ils sont sortis, on a vu tout de suite que voilà, ils se sont un petit peu cherchés, c'était un peu compliqué. Tu parles de Aïdara et Diaby parce qu'on a cette question sur le live Facebook de Mamadou Tambori qui nous demande est-ce que le coaching du Mali n'a pas joué sur le match avec la sortie de Aïdara et Diaby? Moi, je me pose la question. Ouais. Aujourd'hui, je me pose la question parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça aurait été le même match. Je pense qu'il y a eu quand même énormément d'occasions après leur sortie à Aïdara Diaby. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a repris un peu le... C'est le timing, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Et à la rigueur, je peux être d'accord avec ça, mais quand bien même, avec eux, tu avais le pied sur le ballon. Ouais. Une fois qu'ils sont sortis, tu as peut-être un petit peu plus joué sur les côtés, un petit peu plus allongé le jeu pour jouer sur la vitesse de tes ailiers. Ce qui a marché parce que Traoré et Bakayoko se sont fait manger tout le long du match. À la rigueur, tu as les occasions derrière. Djenepo, c'est après les sorties. Djenepo, ce qui rate, c'est pas possible. Et juste avant le but, on a une autre encore, comme ça, t'as trop raté en fait. Oui, le Mali a peut-être moins bien joué avec les sorties d'Aïdara et Diaby, moi je suis d'accord, peut-être qu'ils ont changé de style, peut-être qu'allonger le jeu sur les côtés, c'était peut-être pas la bonne idée, surtout pas à ce moment-là du match. Mais globalement, ton bloc était tellement haut et la Côte d'Ivoire tellement coupée en deux et tellement lisible, parce que le ballon récupéré, t'envoies une chandelle devant sur 60 mètres, tu sais très bien que c'est ce qu'ils font faire. Qu'au final, ça peut jouer, mais ça n'explique pas l'élimination qui est clairement due à une inefficacité irréaliste en fait devant le but, c'est surnaturel ce qu'ils ont raté. Et tu vois ça, et puis la naïveté derrière, parce que c'est vrai que les buts, Didier le disait, les deux fois où ils se sont fait prendre dans le dos, c'est terminé. Moi j'aimerais revenir, je profite de la présence de Didier, le match de Boumou aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que
Moi, ce gardien, je ne vais pas être méchant. Hein, voilà, on a été joueur, donc on sait ce que c'est. On ne va pas commencer à critiquer. C'est facile d'être assis là. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait rassuré réellement sa défense. Ça a été vraiment un match un peu... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. La première sortie aérienne où Oui. il essaie de prendre le ballon, ou le boxer, et finalement ça passe. Ouais, mais le contexte du gardien de but, c'est spécial. Parce que ça dépend de la préparation, ça dépend de comment tu fais ta première prise de balle, ça dépend de tout un contexte. Moi, aujourd'hui, je dis, dans cette CAN, il n'y a pratiquement pas un seul gardien qui sort du lot. Le gardien qu'on attendait le plus, c'était Onana, il est sorti avec le Cameroun. Aujourd'hui, quand j'ai regardé la Coupe d'Afrique, je me dis, il y a des bons gardiens, mais il manque quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le match du Mali, ça se joue. Concentration, parce que Ça se là, joue sur des détails. dans un match aussi compliqué qu'a eu la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vrai qu'on comptait justement sur Bon justement pour pouvoir vraiment rassurer la défense ivoirienne. Mais bon, après, ça a dit, il n'a pas encaissé. Oui, mais non, mais Oui, après, Mansour. oui, je comprends, mais il n'a pas il n'a encaissé. pas été rassurant. Mais il n'a pas encaissé. Voilà. Donc, Ouais, le problème aujourd'hui, par exemple, pour Bo, je pense qu'il a tellement très peu de travail qu'il faut avoir une certaine expérience pour savoir que dans ce genre de match, je peux avoir une ou deux à sortir. Mais toujours rester concentré parce que c'est très difficile de jouer avec de telles équipes devant, de tels défenseurs devant. Dans un match, il faut dire la Côte d'Ivoire, combien de frappes il a eu. C'est la première fois depuis le début de la Coupe d'Afrique qu'ils sont vraiment en difficulté. Là, aujourd'hui, ils ont senti qu'ils étaient en difficulté. Et comme tu dis, ce n'est pas seulement le gardien. La difficulté, c'est toute l'équipe. Lorsque devant, on ne fait pas le job pour fermer les espaces, pour venir aider les latéraux. Mais derrière, le gardien, il se trouve livré à des frappes, à des choses qu'il n'a pas l'habitude de vivre dans les matchs de poule. Pour la première fois, je pense qu'il est rentré dans la CAN. Maintenant, il est rentré dans la CAN. alors, on va retourner du côté de Suez, prendre le pouls avec notre ami Lassana Camara qui a assisté au match. Il nous propose son débrief, comme d'habitude, vous allez voir, c'est corsé, ça vaut le détour. On vient d'assister tout simplement au hold-up du siècle. Là, le braquage ivoirien, les Ivoiriens n'ont pas eu certaines d'occasions dans ce match-là. Le Mali a 75% de possession de ballon, beaucoup d'occasions. Moussa Baraka a mangé la fin de match. Il fallait le duo Kodja, Ulfisa qui ont crucifié les Maliens. La Côte d'Ivoire a gagné par l'expérience, par les atouts en coup tactique de l'entraîneur. Le Malien, la jeunesse malienne, on disait que la mayonnaise va prendre cette équipe de la Côte d'Ivoire. La mayonnaise n'a pas pris, l'entraîneur Mangasuba n'a pas pu conjuguer les efforts de toute cette jeunesse malienne. C'est un fiasco pour cette équipe du Mali, fiasco total pour la Côte d'Ivoire. L'aventure continue contre l'Algérie. Je lui pensais ici dans cette salle de sport. Alors, on a notre ami Lassana qui parle de coup tactique, Anderson. Non, enfin, après, je vais être un peu mesuré quand même parce que c'est vrai que ça reste quand même une qualification. Ouais. C'est une CAN, on l'a dit, par des échos d'amis et en ayant vu comme tout le monde sur les réseaux sociaux la fête que les joueurs ivoiriens ont pu faire. C'est vrai que je pense que c'est quand même un soulagement pour eux. Parce que je pense que, comme tu le disais Didier, ils sont conscients qu'ils ont fait un match. Ils ont eu un match très 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 compliqué, manque d'automatisme. Et surtout, ben voilà, c'est une CAN. Et après, c'est vrai que c'est le Mali. On connaît la Côte d'Ivoire-Mali, c'est voilà, les faux frères. Bon, voilà, ça fait, je crois, 44 ans, je crois, qu'ils ne nous ont pas battus. Donc voilà, il y a quand même une joie. Alors, est-ce que, je vais me répéter, je l'avais dit lors de la première émission que j'avais faite avec vous, est-ce que cette victoire-là, ça va être une victoire psychologique ? Je ne sais pas. J'avais dit ça la première fois, que c'était une défaite. On n'a pas vu les résultats. Moi, je le disais en off, pour moi, la Côte d'Ivoire, entre guillemets, a réussi sa CAN. Maintenant, ça va être que du bonus. Ouais. C'est-à-dire contre l'Algérie, maintenant, voilà, s'ils passent, tant mieux. De toute façon, ils sont dans la partie de tableau où il y a les équipes les plus difficiles, parce que quand bien même tu t'arriveras à passer l'Algérie, tu as quand même de grandes chances de te retrouver face au Nigeria. Et même l'Afrique du Sud, sur ce qu'elle a montré sur son seul match contre l'Égypte, elle a montré plus de choses que la Côte d'Ivoire jusqu'à présent. Donc de toute façon, ta CAN elle est réussie parce que les joueurs, je veux bien qu'ils soient heureux d'être qualifiés parce que c'est l'essentiel. On est d'accord, hein, c'est une compétition, tu passes. Même si c'est salement, tu passes. Très bien.
Mais les mecs, ils sont pas idiots. Ils savent très bien qu'il y a un problème dans l'équipe. Ils la voient que l'équipe, elle est coupée en deux. Ils le voient que tu as des joueurs qui sont pas à leur poste, que tu en as d'autres qui sont inefficaces alors que tu attendais beaucoup d'eux. Ils se rendent bien compte que le sélectionneur, il fait des choix bizarres, des systèmes bizarres, des coachings bizarres. Tu te retrouves sur le dernier match, c'était face à la Namibie, où tu as Pépé qui joue pas, alors que l'idée, c'est quand même de le remettre un petit peu en selle, parce que c'est la star de ton équipe, et pas uniquement sur cette CAN, sur du plus long terme. C'est lui, ton futur maître à jouer. C'est lui, ta star. Là, tu sors Gradel, qui est non seulement celui qui est efficace, mais qui en plus a peut-être plus de qualité technique devant pour garder le ballon et faire remonter le bloc. Les gars le voient, ça leur... Tant que ça passe, ils vont adhérer, ils vont trop rien dire. Mais quand ça va arrêter de passer, tu peux le dire, Didier, sincèrement, quand ça va arrêter de passer, là, ça va... Mais c'est surtout, excuse-moi, c'est surtout que c'est un vrai casse-tête pour lui, dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont le même profil. On parle de Gradel. On disait, Oui. il a juste doublé les postes. Exactement. On dirait qu'il peut jouer que comme ça. Il peut jouer que comme ça. C'est-à-dire que tu as Kodja, comment il s'appelle Zaha, Gradel, Pépé. Boni, Pépé, Cornet. Enfin, à un moment donné, c'est compliqué. Alors, soit il change de système de jeu, mais je pense que ça va être compliqué. Soit, effectivement, je pense que contre l'Algérie, il va falloir quand même qu'il fasse des changements. Le problème, c'est que changer de système de jeu, ça revient à toucher à Kessié et Sérédier. Ou alors, soit à en sortir un des deux, soit à les mettre dans une autre disposition qu'ils le sont aujourd'hui. Alors, il l'a fait aujourd'hui, il a mis Kessié en 10, il a fait rentrer Gebama, c'est pas une réussite. C'est la même chose que maintenant quand qu'il va changer de système. Non, c'est pas maintenant qu'il va changer de système. En plus, je suis d'accord. C'est pas, voilà, il peut pas faire ce que Seedorf avec le Cameroun, une composition par match. C'est pas comme ça que ça marche. Mais par exemple, à la place de Kodja, je pense qu'un Wilfried Zaha peut très bien jouer dans l'axe, avec Cornet sur le côté et Pépé de l'autre côté. Ça peut se faire. Pas mieux assumer le fait qu'il va falloir une nouvelle fois subir face à l'Algérie, que si Marega s'en est très bien sorti aujourd'hui dans un contexte physique, Bounedjah va... Mais je ne suis pas sûr que l'Algérie, avec 21 tirs, ne marque pas. Oui, d'une part, Bounedjah va être particulièrement à son avantage, Ouais. les couloirs vont être particulièrement animés. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne ferait pas mieux d'assumer de subir, d'avoir 3 flèches devant qui sont profilées pour ça et qui auront peut-être plus d'espace si le bloc bas tient bon? Est-ce que ce ne serait pas mieux carrément d'assumer de subir et carrément faire un milieu fait pour empêcher l'Algérie de faire circuler le ballon Par défaut, c'est ce qui arrivera contre l'Algérie de toute façon. Mais comme tu l'as dit, il faut avoir 3 flèches, justement, pour pouvoir exploiter les contres. Parce que contre l'Algérie, il faut accepter de subir. On va peut-être jouer un peu plus bas, en bloc bas. Mais après, pour ressortir le ballon, il faut avoir 3 flèches, justement, qui puissent justement aller de l'avant et servir l'attaquant de pointe qui sera Boni, Zaha ou peu importe. Pardon ? Jonathan Kodja. Si vous n'avez pas compris, Anderson milite pour que Kodja soit sur le banc. il faut dire les choses. Non, je pense que... Non, je veux dire différemment, il faut une autre alternative. Il faut une autre alternative. Voilà. Être plus policé. Le joueur, on l'a dit il y a 20 secondes, le joueur qui est susceptible, lui, d'aller vite, de marquer et de faire remonter le bloc parce qu'il a la qualité technique, c'est Gradel. Contre l'Algérie, s'il n'est pas idiot, et je me pose un peu la question quand même, mais j'aime à croire qu'il lui reste un fond de bon sens à Camara, faut qu'il titularise Gradel. Si tu mets pas Gradel face à l'Algérie, bah oui, tu vas avoir 3 flèches devant. Effectivement, un Pépé, je pense qu'à la course, il bat Ben Sebaini. Le problème, c'est que s'il n'a pas de ballon ou si le ballon il lui arrive n'importe comment, parce que tu n'as pas un mec pour lui donner comme il faut, dans la profondeur, comme il faut, le bon timing, la bonne passe, machin, tu fais quoi? Ça va être ça le truc. Alors, de toute façon, contre l'Algérie, ils ne pourront pas faire autre chose que de subir. Et je vais même te dire un truc, contre l'Algérie, ça va être terrible parce que les couloirs, je pense que l'Algérie aujourd'hui a l'équipe qui a les meilleurs côtés. Parce que Attal, et puis parce que Ben Sebaini à gauche, ça va super vite, que ça combine bien. Solide, ouais. Que tu as Bounedjah qui fait l'essuie-glace dans la surface, qui lui va tirer les défenseurs avec lui. Et qu'en plus, de ça, Alors, qu'est-ce qu'il faudra modifier pour passer contre l'Algérie la Côte d'Ivoire, on l'a dit en poule, il faudra dire aujourd'hui, un milieu de terrain plus compact, qui arrête de se fissurer face à l'adversaire, qui protège un petit peu plus sa défense, que tout à l'heure Didier parlait de la défense qui a du mal à protéger le gardien, mais regarde comment elle est exposée, la charnière centrale. Regarde le nombre de fois où Canon se retrouve à 1 contre 2. C'est pas normal. Quand tu as Kessié, Sérédier sur le terrain, plus Gebama, et qu'en plus de ça, c'est l'adversaire qui a la balle, Kessié, à partir du moment où l'adversaire a la balle, Kessié, on dit déjà de base, il sert à rien, mais si en plus c'est l'adversaire qui a la balle, il est obligé de revenir. Donc comment ça se fait qu'entre ton attaque et ta défense, tu as 40 mètres de no man's land? Donc c'est le milieu, soit tu trouves un autre système, soit tu assumes le fait de mettre 3 milieux défensifs en ligne, Kessié, Sérédier, Gebama. Et tu vas mal jouer. Mais à la rigueur, mal jouer, ils font que ça depuis le début. Didier, en tout cas, il a l'air de dire ok, pragmatisme, 3 défensifs. Ouais, mais moi je suis d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, le coach, il est pragmatique. Il joue mal, il gagne. Ouais. Je pense qu'il va garder cette vision de la chose parce qu'il ne peut plus rien changer. Il ne faut pas se voiler la face.
la Côte d'Ivoire gagne, elle se qualifie en jouant mal. Maintenant, ils n'ont pas encore eu un obstacle majeur dans cette compétition parce qu'on a vu le Mali, c'est des jeunes qui n'ont pas eu comment je peux expliquer la maturité pour tuer le match. Ouais. Parce qu'à chaque occasion qu'ils avaient, mais s'ils marquent, ben la Côte d'Ivoire est obligée de sortir. Bien sûr. Et je pense que l'Algérie ne va pas donner les opportunités à la Côte d'Ivoire de rester derrière. Parce que si l'Algérie marque, connaissant l'Algérie, ils vont presser les 15 minutes, ils marquent là, ben c'est un tout autre match. Maintenant, on verra comment le coach il va essayer de faire avancer son bloc en sachant que l'Algérie, à chaque occasion, pourra tuer le match. Est-ce qu'il y a une capacité? C'est ce que posait la question Naïm. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a un peu frappé, sans le critiquer, mais c'est qu'il n'y a pas eu de réaction. Dans l'inefficacité de la Côte d'Ivoire, on était en train de subir en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il est reparti. On n'a pas senti qu'il y a eu un discours vraiment de révolte, de prendre... Du coup, ça ne va pas être au genre de peut-être être un petit peu en autogestion parce que là, clairement, c'est un peu voué à l'échec cette mission de la Côte d'Ivoire, sauf miracle. Le coup de 2015... Là, ça va être qui croit? Qui croit? Si les joueurs ne se prennent pas un petit peu en main eux-mêmes, c'est compliqué. Des gars de vestiaire, des Aurier, des Séridier, des caissiers, Canon, Boni. Mais je veux dire très sincèrement, est-ce que ça serait une bonne chose pour la Côte d'Ivoire d'être en autogestion en quart de finale de la CAN? Parce que là, ça prouve qu'il y a quand même un énorme malaise. Si arrivé, ouais, t'as pas le choix. Mais je veux bien que t'aies pas le choix. Le but pour les joueurs, c'est d'aller loin dans la compétition. S'ils voient que entre guillemets le système qui est là actuellement mis en place n'est pas bon et ne va pas les conduire à ce niveau. Quand tu dis en autogestion, c'est avant le match, ils vont mettre la pression sur le coach pour qu'il change de système et qu'il change de joueur. Ou alors, une fois qu'ils sont sur le terrain avec un système qu'ils n'ont pas choisi et des joueurs qu'ils n'ont peut-être pas choisi, des partenaires qu'ils n'ont pas choisi, ils disent OK, maintenant on fait ça entre nous, toi tu viens là, toi tu montes, toi tu pars sur le côté. Non, plutôt en amont. En amont, je parle en amont, bien sûr. Oui, en amont. Mais après, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous connu ça. À un moment donné, quand il se passe ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire une victoire un petit peu amère. C'est-à-dire que le groupe, on n'a pas senti un groupe, peut-être si, on va dire oui, le groupe a été solidaire dans la médiocrité qu'ils ont apportée. Mais à un moment donné, les cadres, c'est là où on attend les cadres, une révolte des cadres, vont se prendre à part, ou prendre les jeunes à part. Bon les gars, on n'a pas été bon, là c'est un quart de finale, il faut absolument qu'on remporte ce match-là, il va falloir qu'on se serre les coudes, il va falloir être plus agressif sur le porteur du ballon. Enfin, c'est plus dans ces termes-là, c'est même pas au niveau tactique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est au niveau... Non, il n'y a pas de leadership. À l'époque, on avait des Drogba, on avait des Yaya Touré, etc. On sentait quand même qu'il y avait un leadership. Même si la copie n'était pas au top, mais il y avait un leadership, il y avait vraiment une prise de responsabilité. Qui prend ses responsabilités aujourd'hui à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, tu ne vas pas attaquer un autre problème, c'est le choix des 23, les profils, c'est-à-dire entre des jeunes qui ont finalement très peu d'expérience, des joueurs qui sont là un peu par défaut parce que tu n'as personne pour concurrencer, tu as été chercher des binationaux qui sont... Voilà, je suis entièrement d'accord. Là, ils sont dedans. Entièrement, donc on revient à l'autogestion. C'est-à-dire qu'à un moment donné... On est bien d'accord, mais à l'arrière, quand on commence à dire tu n'as pas de leadership, t'as pas le mec qui a du caractère, qui va booster les uns, foutre un coup de pied aux fesses à l'autre, qui a machin. Là, après, il faut s'interroger sur le choix des hommes. Alors, Bailly est blessé, je veux bien. Aurier, même s'il est blessé, il est encore dans le groupe. Mais après, il faut s'interroger. Est-ce que des mecs comme ça, ce qui vivent en première ligue, même Boni, ce qu'il a vécu en première ligue, c'est pas sur la CAN, c'est pas sur un match comme ça face au Mali que ces mecs-là, ils vont se dire qu'est-ce qu'on fait. Ils ont l'habitude normalement de ça. Ils sont habitués en championnat à une adversité plus costaude, à jouer des équipes plus fortes et à devoir ruser, à devoir jouer sur autre chose que le talent et les qualités. Didier va te le dire. La sélection, c'est pas pareil. Anderson, je te coupe vite fait. On fait une courte page de pub, on revient après pour parler de Côte d'Ivoire-Mali encore et après on passe à Ghana-Tunisie. À tout de suite. La nuit du football africain 6e édition. Cérémonie d'hommage aux légendes du football africain et mondial pose ses valises au Togo. Une nuit et une journée articulées autour d'un panel avec pour thème sport vecteur de développement en Afrique et d'un match de gala de charité opposant les légendes du football africain aux légendes du football togolais à partir de 15h au stade de Kégué. En point d'orgue, la cérémonie de récompense à partir de 20h sous le chapiteau de l'hôtel du 2 février. Save the date, samedi 27 juillet 2019. Vous savez que là dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons.
Soyez collectifs, comme toujours. On est une bonne équipe, on est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le codystrophie et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports. Stade Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique. Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous, les téléspectateurs, sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN, sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. After CAN, deuxième partie, toujours accompagné d'Anderson Awa, Farouk Abdou, Didier Ovono et Naïm Moniol. Anderson, je suis désolé, je t'ai coupé juste avant, tu étais en train de parler du cas Kamara Ibrahim, notamment. Oui, on était en train d'évoquer effectivement off que aujourd'hui la problématique c'est la construction d'un groupe. Ouais. Je me rappelle Deschamps, qu'est-ce qu'il a dit après la CAN, après la Coupe du Monde, il a dit « j'ai pas pris les 23 meilleurs joueurs français, j'ai pris le meilleur groupe ». Donc aujourd'hui, la problématique qu'il y a, c'est qu'on a l'impression, c'est ce que tu disais Naïm, c'est qu'aujourd'hui, il y a une somme d'individualité, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un groupe complémentaire. Et pour aller au bout, pour faire des matchs vraiment respectables, parce que ce n'est pas un match respectable qu'ils ont fait aujourd'hui, par rapport à tous ceux qui sont restés en dehors de l'Égypte, sur le carreau, on va dire ça. On ne va pas revenir sur le cas Gervinho, on ne va pas revenir sur d'autres joueurs. Mais effectivement, voilà, aujourd'hui, ils vont vers surtout l'autogestion, parce qu'il n'y a pas un groupe qui s'est formé. Alors après, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, effectivement, ils étaient soulagés, etc. Alors est-ce que cette pseudo-défaite, parce que c'est une victoire amère, et parce qu'on n'est pas revenu assez sur le Mali, mais le Mali quand même si effectivement ils ont été maladroits, etc., mais ils sont jeunes, c'est une génération qui monte, et aujourd'hui ils ont fait quand même un match assez complet. Mais dans cette solidarité, on va dire, de cette pseudo-défaite, j'accentue vraiment le mot sur cette pseudo-défaite, est-ce qu'il y a quelque chose qui va naître, mais qui va plus aller dans l'autogestion? Est-ce que Kamara est toujours, on va dire, porté par ses joueurs? Je me pose la question. C'est vrai que Didier, quand on est dans un groupe souvent comme ça, on voit que bon, sur le terrain, ça passe, mais difficilement, qu'on sent qu'il y a une frustration de certains joueurs. Comment est-ce que ça se gère en interne? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ils ont pris cette victoire. Ils doivent la prendre avec beaucoup de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous gagnez un match comme ça, dans une compétition telle que la CAN, ça a le don soit de resserrer le groupe en se disant les égos derrière, l'équipe devant, soit ça vous détruit un groupe parce que vous vous dites on ne joue pas bien, pourquoi je ne joue pas? C'est maintenant le groupe
de joueurs que vous avez fait, la construction du groupe, qui fait que certaines individualités doivent se mettre en retrait et que le groupe soit en avant. Si vous arrivez à trouver ça, je vous dis, la Côte d'Ivoire peut faire quelque chose. Maintenant, si ça se sépare, vous allez avoir de l'autogestion. Ça veut dire, à chaque fois que le coach il fait ses 11, il y en a 11 autres qui sont en train de bouder dans leur coin. Et ça, une équipe qui va comme ça, c'est sûr que ça ne passera pas. Ça va pas au bout. On va quand même aussi, vous disiez Anderson, un mot sur le Mali. D'ailleurs, question comme ça, juste pour rigoler. Savez-vous qui a été élu homme du match? Mariga. Moussa Marega. Moussa Marega est homme du match par la CAF. On va regarder un petit peu ses statistiques à Marega parce que c'est 28 ballons, 2 tirs encadrés. Il y a beaucoup de loupés de la part de Marega. Sur ce match, on n'a pas reconnu le Marega de Porto. Alors que justement... Est-ce que Porto joue comme le Mali, Mansour? Heureusement, malheureusement, non. Mais on entendait plus de lui, je veux dire. Bah oui, parce que pour eux, moi, c'est comme ça que je le lis en tout cas, c'est que sur la phase de poule, le Mali, moi, il m'a très peu séduit dans le jeu. Je vous l'avais dit une fois ici, je trouve que c'était un Mali qui finalement était très peu dangereux, mais qui jouait surtout sur la puissance. Face à la Tunisie, c'est ce qu'on avait vu. Un Mali très puissant, qui s'est fait balader techniquement, mais très puissant. C'est aussi comme ça qu'ils ont pris le dessus sur la Mauritanie et sur l'Angola. Ils ont gagné le défi physique. Sur ce terrain, Marega, il a quand même pas beaucoup d'équivalent, c'est quand même un sacré dragster. Ouais. Il va vite, il est costaud, il garde le ballon. À partir du moment où, sur un match comme aujourd'hui, ils ont la possession, la maîtrise du jeu, où on a vu, moi j'ai vu un Mali plus séduisant sur une mi-temps que sur toute sa phase de poule, avec des dédoublements de passes. Djenepo a fait beaucoup de bien. Diaby, j'ai vu pas mal de passes, pas mal de jeux dans l'intervalle. D'ailleurs, combien de fois ils sont rentrés dans la surface. Là, il s'est peut-être retrouvé à jouer moins sur ses qualités. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas procuré d'occasion, ça ne veut pas dire qu'il a pas eu l'opportunité de marquer, ça veut peut-être dire qu'il n'a pas joué sur les ressorts sur lesquels il était d'habitude. Moins sur ses qualités et un petit peu plus sur de la technique, sur du jeu au sol, ce qui est moins ses atouts en tout cas. Et paradoxalement, par rapport au match face à la Tunisie où on sentait qu'il y avait une vraie difficulté à le trouver, là pour le coup, il s'est rendu disponible, il arrivait à servir de point d'appui, mais on a senti que ce n'était pas quelque chose qu'il était habitué à faire. Sur la première mi-temps, c'est vraiment dans les mouvements, dans la manière de se déplacer, de prendre l'espace, de dédoubler les passes, le Mali a été très bon. Ouais. Très très bon, mais vraiment beaucoup plus fort sur une mi-temps que sur toute la phase de poule. Ce qui leur manque, Anderson le dit, Didier le dit, c'est l'efficacité, parce que quand tu es 3 fois face à un gardien qui est à moitié à terre et que tu mets le ballon dans les gradins, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, pour l'avenir, vous vous inquiétez pas forcément pour cette équipe malienne, vu ce qu'ils ont montré là? Disons que la jeunesse et le réservoir, l'immense réservoir qu'ils ont, plaide en faveur quand même de quelque chose de positif. Va quand même falloir se trouver des leaders. Il faut se trouver des leaders. Il faut vraiment trouver quelque chose qui parce que le manque d'efficacité, on peut attribuer ça à des carences techniques, le mauvais timing, vous ne choisissez pas la bonne surface de pied, machin. Mais c'est surtout qu'au fur et à mesure du match, il y a de la précipitation, ça s'étiole parce que tu n'as pas un type pour cadrer les petits jeunes. Voilà, faut trouver les leaders pour canaliser toute l'énergie. Qui paraît avec un Diarra, ça aurait été formidable parce que lui, pour le coup, aurait pu dire aux jeunes de passer au-delà de la frustration, de ce manque d'efficacité, d'essayer de rester concentrés et cette impatience qu'on les a vus avoir. Là, pour le coup, pour toute la génération des moins de 23 qui étaient dans ce 11 de départ, cette défaite va leur servir de leçon. Et puis on peut penser que les titulaires de 28 ans qui jouent là, comme Diaby, ont encore une canne, max. Donc ça va leur être très utile pour la prochaine. Pour 2021. On va passer à la seconde affiche de la soirée. C'était Ghana-Tunisie. Un choc sur le papier qui n'a pas vraiment tenu ses promesses, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ils sont allés jusqu'au bout du suspense parce que la Tunisie s'est imposée au tir au but. Mais clairement, Anderson, on n'en a pas eu pour notre argent, si on peut dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui frustre? Peur de perdre? Oui, la peur de perdre. Effectivement, le Ghana est arrivé là effectivement, avec un parcours un peu compliqué. C'est vrai qu'après, pareil, la Tunisie, donc c'est deux équipes qui jouaient entre guillemets un peu avec le frein à main. La Tunisie a ouvert le score et on pensait vraiment jusqu'au bout que c'était fait. Après, comme je le disais, le réalisme des équipes entre guillemets anglophones qu'on n'a pas vu venir finalement. Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, bon, ils sont éliminés. Mais c'est vrai que voilà, on appelle ça le réalisme des équipes anglophones qui ne lâchent pas, qui ont un peu la mentalité un peu allemande. Mais c'est vrai qu'on est resté un peu sur notre faim parce que voilà, des équipes ont joué un peu avec le frein à main. Franchement, au vu de l'ensemble du scénario, il y a beaucoup de choses qui étaient difficilement prévisibles. Finalement, la Tunisie, même s'il y avait une compo sur le papier qui était peut-être destinée à moins subir et peut-être avoir plus d'équilibre, a finalement
beaucoup subi sur les coups de pied arrêtés en première mi-temps. Le Ghana a globalement dominé. Sur 2 éclairs en deuxième mi-temps, alors qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce que la Tunisie trouve la clé. Il y a eu l'ouverture du la score. Tunisie, Alain Giresse, il avait fait 2 choix forts quand même en titularisant pas Kazri et Zliti. Exactement. De fait, depuis plusieurs matchs, la paire de 3, le trio, le trio Zliti, Kazri, Msakni était beaucoup plus dans les numéros de solistes que dans la combinaison. Là, le choix a été fait peut-être de les faire entrer en cours de jeu en ce qui concerne Kazri et Zliti pour qu'il y ait plus d'impact et peut-être d'avoir un milieu plus équilibré. Ça n'a pas changé grand-chose sur l'animation offensive. Au moins, il y a eu plus d'impact offensif côté Kazri, mais sur l'ensemble de 90 minutes, ça reste quand même plutôt léger. Et... Alain Giresse qui avait été très critiqué après le dernier match contre la Mauritanie. Bon, vous me direz, il y avait de quoi, match nul, la Tunisie qui a joué avec le triomètre au maximum. Vous l'avez connu, Didier, Alain Giresse, comme sélectionneur, hein? Ouais, je l'ai connu au Gabon pendant, je crois, 4 ans. Il a pris le Gabon pendant 4 ans, jusqu'à la CAN 2010. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît le foot. Après, il fait avec les joueurs qu'il a. Je pense qu'aujourd'hui, il est dans une génération de la Tunisie où il a dû faire des choix forts. Il a laissé certains cadres. Et comme je dis tout le monde, on arrive loin dans une compétition quand on est un groupe. Et je pense qu'il a privilégié le groupe. Maintenant, dans le groupe, il y a des individualités, il y a des personnalités. Il faut les gérer différemment par rapport aux autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, Alain Giresse, il sait que la Tunisie ne joue pas bien. Il se qualifie, mais il ne joue pas bien. Malheureusement pour la Tunisie, il y a des équipes où les talents s'associent. J'ai l'impression qu'en Tunisie, les talents s'annulent, en fait. Farouk le disait très bien, quand il associe Zliti, Kazri, Msakni, ça ne marche pas bien. Moi, je reste sur mon idée de frustration de la phase de poule parce que je sens que cette équipe a un pouvoir et un potentiel très fort, très bon techniquement, qui sait jouer avec de bonnes individualités. Mais c'est comme si tu essayais d'accélérer avec une voiture qui a le frein à main. Ça part pas. Ça ne marche pas. Et à côté de ça, j'ai le Ghana. Alors, aujourd'hui, mention spéciale pour Wakaso. Et le côté gauche, Baraman, Wakaso, Jordan Ayew. Wakaso qui a fait un match énorme. Match plein, voilà. Mais le Ghana, j'ai quand même l'impression que si vous muselez les Ayew, les ballons de Wakaso, ils servent un peu à rien. Et que globalement, cette équipe, elle s'en remet. Une frappe de Partey, une accélération, un coup de pied arrêté. Comme ça qu'ils égalisent, de toute façon. Mais j'ai l'impression que le Ghana n'a pas de fond de jeu. Et ce qui renforce pour moi la sensation de frustration de la Tunisie, c'est que je suis sûr que techniquement, si elle arrive à se régler, à se trouver, à ce que chacun apporte son talent au service de l'équipe et pas pour son petit show personnel, c'est une équipe qui serait passée 3-0 facilement. Parce que... Quand on voit tout le talent, tout le monde sait que la Tunisie elle a un potentiel, il y a des joueurs techniques, des joueurs créatifs, des joueurs qui sont capables de marquer. La Tunisie est aussi capable de défendre quand on va dire la confiance y est. Qu'est-ce qui manque? C'est pas juste l'esprit collectif à ce niveau-là? Si, ça joue. C'est ce que disait Naïm tout à l'heure. La somme des individualités, ça n'a jamais fait la différence, quoi. C'est-à-dire que si chacun fait son show, il n'y a pas de complémentarité, c'est compliqué. Je pense que ce qui leur manque, c'est de se lâcher, tout simplement. D'essayer de trouver vraiment le petit truc pour jouer ensemble. Parce qu'ils peuvent faire très mal. Et c'est vrai que c'est une frustration, la Tunisie. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, honnêtement, je ne sais pas s'ils ne sont pas à leur maximum. Là. S'ils ne sont pas à leur maximum. J'ai pas l'impression qu'ils peuvent faire... En l'état, je suis assez d'accord avec toi. En l'état, je suis assez d'accord avec toi. C'est que je remarque, alors moins sur ce match, parce qu'ils n'étaient pas remplaçants, ils n'étaient pas titulaires, ils sont entrés en cours de match, mais sur la phase de poule, c'est que qui fait quoi dans cette équipe, en fait? Qui est le meneur de jeu? Qui est l'attaquant? Qui est le joueur qui attire l'adversaire sur lui pour créer des espaces pour les autres? Qui est le milieu qui récupère? Qui est le relayeur qui va porter un petit peu le ballon? En fait, je vois beaucoup de joueurs qui ont des profils un peu similaires. Tout à l'heure, on parlait de la Côte d'Ivoire, beaucoup de profils similaires aujourd'hui en Tunisie. Et j'ai pas bien l'impression que les rôles sont définis. Et que quand tout à l'heure, Farouk disait ils se marchent un peu sur les pieds, c'est exactement ça. C'est que le talent, ils l'ont. Ils ont la créativité, ils ont de quoi éliminer, ils ont de quoi marquer des buts. Mais que j'ai pas l'impression qu'il y a un système de jeu, un schéma des rôles clairement défini, clairement attribué. Et si vous regardez bien finalement d'où vient le vrai danger de cette équipe de Tunisie, c'est quand les latéraux ils montent, et surtout à droite quand c'est Keshrida, qui lui fait une super canne, qui était très bon offensivement, défensivement. J'ai l'impression que lui, quand il vient sur le côté, quand il monte, quand il permet à de dédoubler, soit au milieu de terrain, soit à Kazri qui zone, là la Tunisie est dangereuse. Mais quand elle a la possession au milieu, je vois beaucoup de passes. Alors c'est très dur de leur prendre. Je pense que sur un taureau, les Tunisiens ils te font mal, ils te font vomir. Mais globalement, ils sont moyennement efficaces. Mais c'est dû à plusieurs paramètres, parce que d'une part, on a un sélectionneur qui arrive 6 mois avant, dans un contexte un petit peu difficile, qui ne connaît pas le contexte du Maghreb, qui n'a jamais coaché une sélection.
dans cette zone-là. On a le fait de ne pas pouvoir disposer d'une même configuration au milieu. Giresse a voulu s'imposer en mettant un 11 un peu atypique avec des gens pas à leur poste. Ça n'a pas marché du tout contre l'Angola. Il n'a pas pu disposer du milieu qu'il y avait aujourd'hui et on sent effectivement qu'il y a beaucoup de tâtonnements, hormis Skiri qui sait très bien faire ce qu'il sait faire. Les deux milieux qui sont devant, c'est-à-dire Chalali et Sessi, ils ont du ballon, ils ont la capacité à se projeter, mais on sent que tout ce beau monde n'arrive pas à trouver la synergie qu'il faut. Et ça nuit vraiment à la fluidité, mais il n'y a pas de constance et c'est ça qui empêche d'avoir quelque chose de fluide. Et la Tunisie est passée à peu de choses d'être sanctionnée parce que la Tunisie menait 1-0 jusque quasiment à quelques minutes de la fin. Et il y a cette égalisation inespérée d'un but contre son camp de Bedoui. En plus, Bedoui qui est rentré en jeu pour verrouiller. Cette remise de la tête, on ne sait pas, c'est une remise ou c'est une tête sur le gardien qui s'avance, qui se recule. Didier, vous qui êtes gardien, comment est-ce qu'on juge ce but-là? Non, mais déjà, pour le gardien, je pense que c'est souvent difficile de défendre sur son défenseur, parce que c'est son défenseur qui joue de la tête. Ouais. Je pense que dans la première intention, il veut sortir. Et au dernier moment, il se rend compte que la balle est en train de descendre. Donc il veut rentrer. Et le défenseur, il veut dégager, mais au moment où le ballon arrive sur sa tête, il a déjà fait le geste, donc ça lui tape sur le haut du crâne. Et là, c'est fini. C'est un but contre son camp. Mais je pense que la Tunisie, aujourd'hui, elle peut être fière parce que le Ghana a appuyé, le Ghana a poussé, ils ont mis le bleu de chauffe et aujourd'hui on a senti que la Tunisie a besoin vraiment de tuer les matchs parce que s'ils jouent encore un quart de finale contre une équipe qui marque à la 90e, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Moïse Hassen, il a passé une soirée particulière parce qu'après ce but qu'il a encaissé, il y a cette séance de tir au but qui s'approche et à la dernière seconde, il est remplacé par Farouk Ben Mustafa. On a vu sur les images, il n'était pas content. Clairement, il ne savait pas. Bah non, en fait, c'est ça qui pose problème, c'est que Didier, très justement, vous avez remarqué le parallèle avec les Pays-Bas en 2014. Je crois qu'à l'époque, entre Tim Krul et Stekelenburg, de mémoire, ça avait l'air d'être admis, convenu, et que l'autre allait rentrer et que ça n'a pas posé de soucis. Alors en fait, il nous a fait une képa, il ne savait pas qu'il allait sortir, donc il n'a pas voulu sortir. Et finalement, les joueurs ont été le voir, l'ont un petit peu poussé. Moi, je trouve que c'est mal géré. Parce que quand bien même vous gagnez le match et que l'issue du match donne raison à Giresse, vous ne pouvez rien lui dire, il a gagné. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Mais humainement parlant, dans un groupe qui vit déjà pas super bien, parce qu'il y a la pression, parce que ça joue mal, parce que Giresse est un peu dos au mur, il a son adjoint un peu officieux qui s'est fait jarter. Vous faites ça, vous mettez un joueur à dos. Clairement, alors quand même la Tunisie, derrière, vous avez la colère, et Didier le disait très justement tout à l'heure, la colère de Moïse Hassen, elle est au-dessus de la joie de la qualification. Quelle image vous donnez de votre groupe vis-à-vis de l'adversaire, vis-à-vis des futurs adversaires, vis-à-vis du public, vis-à-vis des observateurs? C'est quand même terrible. L'image de la Tunisie ce soir, avec cet épisode-là, elle en prend quand même un sacré coup. Mais du coup, d'ailleurs, là, la Tunisie est qualifiée en quart, c'est bien. On a vu depuis le début de la compétition qu'il y a un problème de gardien en Tunisie. Il y a beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup de faits individuelles. On met qui en gardien en quart de finale? C'est une bonne question. Mais je pense que Giresse va repartir sur Moïse Hassen, mais c'est vrai qu'on se posait la question en off tout à l'heure en regardant le match. Psychologiquement, comment ce gardien va aborder ce quart de finale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail de Giresse, il va être... Est-ce qu'il n'a pas perdu quelque part? Mais il a eu la bonne réaction en revenant après coup. Oui. Et en montrant qu'il soutenait. Imaginons la Tunisie perd, on lui dit oui, mais tu es parti bouler dans ton coin, tu n'as pas été avec le groupe. En fait, il y a deux manières de voir les choses. La Tunisie est habituée à ce type de coup de poker parce que, par exemple, elle avait atteint la finale du Chan, la CAN des championnats locaux en 2011, en faisant le même coup, en sortant Matlouthi pour la séance de tir au but. Et ce même Matlouthi, qui était l'ancien titulaire, a fait ça 4 fois dans sa carrière, mais c'est quelque chose de préparé. C'est un gardien qui n'est pas à l'aise avec les tirs au but et qui dit bon, je vais laisser mon numéro 2 faire le coup. Là, on voit bien que non seulement c'était pas préparé, mais en plus, on remplace un gardien qui a fait 2 boulettes par un gardien qui a fait une boulette lors du premier match, qui peut-être est lui pas au même niveau de confiance. Là, même s'il sort renforcé de la séance de tir au but, dans quelles circonstances, que ce soit sur le psychologique avec le relationnel entre eux et la tournure, ça va être très très chaud à gérer. Il traîne quand même une drôle d'histoire. Il ne joue pas en club. C'est ça. C'est que c'est un gardien, sa compétition à lui, c'est la CAN. Donc c'est quand même, vous le renvoyez aussi à sa situation personnelle, c'est une situation de gardien en manque de temps de jeu. C'est un binational qui est arrivé juste avant le mondial. On sait que les Tunisiens, ce qui était arrivé avec Ben Alouane et compagnie, ça avait été critiqué. Voilà, donc il arrive quand même, lui, au départ, dans un contexte compliqué. Premier match de Coupe du Monde, il se pète. Il sort de l'équipe. Il a un peu une histoire contrariée. Il fait une CAN
même si la Tunisie joue pas super bien, même s'il a fait des boulettes, il est en 8e et il est qualifié pour les quarts de finale. Donc lui aussi, ça lui permet un peu de regrimper la pente psychologiquement. Vous le sortez comme ça, quand bien même ça serait uniquement sur un exercice et que vous remettiez en quart, je pense que là, vous l'avez quand même mis dans une situation très délicate. Vous êtes gardien, 120e minute, le coach vous dit Didier, changement. Je crois que c'est préparé à l'avance. Parce que Non, mais là, on voit que c'est pas préparé, clairement. Quand c'est pas préparé comme ça, c'est très, très, très difficile. Ouais. Parce qu'avant de sortir, il fait un arrêt. Oui, c'est ça. Donc, son niveau de confiance est monté à 100%. Et là, on lui dit, après cet arrêt, tu sors. Moi, je pense que l'erreur de la Tunisie, c'est de ne pas avoir préparé les deux gardiens. Ils ont peut-être préparé le deuxième en lui disant, si on arrive à tel niveau et qu'on sent qu'on aura besoin de toi, tu vas rentrer. Et au numéro 1, on aurait dû lui dire que voilà, on va faire comme ça. Mais c'est quand même mal géré, je pense. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Parce que là, effectivement, on est dans les suppositions. Imaginons que ça ait été préparé. Imaginons et qu'à ce moment-là, Moïse Hassen refuse de sortir. Parce que justement, il a gagné ce capital confiance en faisant ce dernier arrêt, en disant non, finalement, je me sens capable d'affronter les pénaux. Je pense que là, c'est un problème de confiance entre le coach et son joueur. Voilà. Parce que lorsqu'un coach il fait sa tactique, il peut dire à un attaquant, toi tu vas jouer 70 minutes. Ton rôle, pendant 70 minutes, c'est de me fatiguer la défense. Et au gardien, il lui dit, si on rentre dans les pénaltys, si on arrive à la 110e, 113e, 115e minute, je te sors parce que j'ai plus confiance dans la séance de tir au but à l'autre gardien. Tu peux le refuser. On a été joueurs. Oui, tu peux le refuser. On a été joueurs, toi et moi. Moi, je l'ai déjà eu. Tu sais comment ça se passe. Oui, ça tu fait sais mal. Que tu dois sortir. Oui. À un moment donné, tu regardes ton coach, tu regardes ailleurs même. Tu veux pas sortir parce que tu as envie de jouer. On a vu Ayou quand il est sorti. Ouais. Il faisait la tête. Ouais. Moi, j'ai l'impression, je me fais l'avocat du diable, mais ça se trouve, parce que ça m'étonne quand même de Giresse. Ouais. Qui n'est pas préparé ça. Ça m'étonne. Mais imaginez que le gardien refuse de sortir. Que ce soit préparé ou pas préparé, que ce soit préparé et que ce soit de la faute du gardien, ou que ce soit complètement improvisé de Giresse. Ça fait quand même plein de petits épisodes comme ça successivement de gestion d'effectifs un peu trouble. Il y a Msakni. Il y a là aujourd'hui, tu es quand même en 8e de finale, match élimination directe. C'est une équipe qui, même si elle n'a pas super bien joué sur la poule, c'est quand même le Ghana, tu vois, c'est costaud, c'est foot anglophone, tu sais que les mecs ils vont charbonner. Tani Kazri, Tani Sliti. Et puis là, comme ça, tu sors ton gardien qui, a priori, a quand même pas l'air d'être super au courant du truc. Tu fais rentrer un troisième défenseur central à la place de ton attaquant dans des circonstances de si tu te fais égaliser. Ça veut dire que tu es parti pour subir. Tu as quand même une succession d'épisodes depuis le début de cette CAN, sur le terrain, gestion d'effectifs, relationnel Giresse et les joueurs, qui prêtent à confusion, qui sont troubles. Alors peut-être que Giresse, il va pas rester, il est arrivé qu'il y a 6 mois, peut-être qu'il va pas rester après la CAN, peut-être qu'il va aller en RDC. Mais il a des infos. Écoute, moi, il a des infos. C'est Magali Landu qui me l'a dit. Ah bon? Moi je dénonce. Elle s'y connaît, Magali. C'est vrai, elle s'y connaît, Magali. Non, mais c'est vrai, du coup, au final, il y a une autre chose que vous avez dit, Didier, c'était quand on regardait le match, avant la séance de tir au but, vous avez dit, le gardien, il est entré, il n'a pas de ballon à toucher. Et on le voit, sur le premier tir au but, il est prenant de la toucher. Vous dites, s'il avait été chaud, il aurait sorti. Ouais, je pense que c'est très difficile de rentrer pour une séance de tir au but. Ouais. Mais le plus dur, c'est le temps d'attente entre le moment des tirs au but et le moment où il y a la concertation pour choisir les tireurs. Là, celui qui rentre, pour moi, il doit prendre ce temps-là avec l'entraîneur de gardien et essayer de commencer à faire des plongeons à gauche, à droite, parce qu'il n'a pas touché de ballon. Il est rentré sans toucher de ballon. Parce que le premier penalty, s'il est chaud, il la sort. Je suis convaincu que s'il est dans dans l'engouement du match, le premier penalty, ça fait son premier arrêt. Ouais. C'est un coup de poker statistiquement sur l'histoire de la Tunisie en club et en équipe nationale sur les 10 dernières années. Ce coup de poker est plutôt dans des stats négatives. Ouais. Là, ça a marché, mais pour le quart de finale, c'est le type d'acrobatie qu'il ne va pas falloir rééditer. J'ai une question comme ça. S'il retourne au tir au but sur les quarts de finale, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu peux te poser la question. D'ailleurs, quart de finale, Tunisie-Madagascar. Parce que tu vas voir, les joueurs, et surtout Moïse Hassen, ils vont voir le temps dérouler, tu as un match nul. Il est à 70, 75, 80, 0-0, un partout. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il va commencer à s'échauffer ou pas? Je suis près d'où? Et ça va mettre une pression supplémentaire. En tout cas, moi, en tant que téléspectateur, moi, je regarde le quart de finale de la Tunisie. Il y a un match nul à 10 minutes de la fin. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Et ça va rajouter un truc, tu vois. Cet épisode va rajouter... C'est un épisode supplémentaire dans la gestion compliquée de Giresse et de ses joueurs. Et moi, je me pose maintenant la question, qu'est-ce qu'il fait s'il repart au tir au but au prochain match? Il va changer. Moi, je pense que dans sa logique. Il va rester dans la logique. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour la Côte d'Ivoire. Ils ne jouent pas bien, mais ils avancent. Mais je pense que Giresse va faire la même chose. Ils arrivent au tir au but. Il va dire à Moïse Hassen
qu'à 3 minutes de la fin, je vais te sortir. Mais il va lui dire ce que Là, il va lui dire. Je suis convaincu qu'il va le dire. Parce que à deux fois, ça passera pas. Même s'il lui dit pas, il peut le voir arriver. Oui, il va le voir arriver. Déjà quand tu joues dans le but et que tu sais que vous êtes dans les prolongations, tu vas regarder. S'il est pas à l'échauffement, à partir de là, si tu es intelligent, tu te couches. Tu te couches, tu dis vas-y, fais le changement déjà. Ouais. Pour que l'autre puisse avoir au moins une ou deux actions à jouer. C'est malin. Ouais. Mais ça, c'est l'expérience. C'est un roublard. C'est l'expérience. T'es obligé parce qu'il il a raison parce qu'il n'a pas touché un ballon. Il n'a pas touché un ballon. Il est rentré, dès qu'il est rentré, on a sifflé les pénaltys. Il n'a pas eu le feeling du match. Il n'a pas joué de match. Voilà. Il a joué les tirs au but. Il a joué les tirs au but. Comme l'évoque Naïm, ça rajoute à une succession d'approximations qui, comme on l'a dit, est logique pour un sélectionneur qui n'a pas eu beaucoup de temps, mais au bout d'un moment, ça va faire beaucoup. On voit que la Côte d'Ivoire, les approximations, ça passe. La Tunisie, les approximations, ça passe. Camara et Giresse, je pense qu'ils sont aujourd'hui dans la même situation. Ouais. Ils sont dans l'approximation, ils sont dos au mur. En fait, ils ont un petit peu pas le choix. Ils doivent aller au bout, sinon on va leur montrer leur bilan. Tu sais, c'est pas bien ce que je veux dire pour les supporters qui nous regardent, mais pour le bien de la CAN et pour la crédibilité du foot africain, il ne faut pas qu'ils gagnent. Faut pas qu'ils gagnent. Parce que si tu as une équipe qui devient champion. Mais non, mais moi je te le dis, moi je peux tout dire. Mais je suis un dingue, je dis tout ce que je veux. On peut pas dire ça. Écoute bien, sincèrement, sincèrement, quelle image tu donnes si tu es champion d'Afrique avec du bricolage? On l'a vu il y a 2 ans. On l'a vu il y a 2 ans avec le Cameroun. Ouais, ça n'a pas forcément. Les conséquences ne sont pas forcément glorieuses, tu vois. C'est qu'à un moment donné, le foot. Alors après, je suis peut-être un peu trop poète, c'est possible, mais le foot doit reprendre ses droits et que le bricolage comme ça, l'approximation, l'improvisation, parfois le sketch, ça peut pas durer sur toute une CAN. Et moi, je voudrais que pour le bien fondé de la CAN, pour pas qu'on se dise dans 6 mois, dans 1 an, quand on va dire telle équipe elle est qualifiée, telle équipe elle est sortie, telle équipe elle s'est pas qualifiée pour mondial, on va dire mais regarde qui était champion d'Afrique. Une CAN, ça se joue pas, ça se gagne. Oui, alors je vais dire, ces histoires-là, j'en entends. Ce genre, je vais te dire, ce genre de réflexion, j'entends ça depuis 20 ans sur toutes les compétitions. Même des équipes qui gagnent, parfois arrivent encore derrière à se faire critiquer parce qu'elles ont mal joué. Oui, c'est vrai. Et que tu as des conséquences parfois sur des équipes qui jouent mal. On va se projeter un petit peu sur les quarts de finale parce que maintenant on connaît les affiches, on va d'ailleurs les afficher à l'écran. Vous connaissez comme d'habitude le principe, on va un petit peu s'avancer, pronostiquer. Anderson, pronostic, on va voir ce que tu pronostiques pour la Côte d'Ivoire. On va commencer par le premier quart qui aura lieu, ce sera Sénégal-Bénin, Didier. Ouais, qui moi je me dis toujours que dans cette configuration, le Sénégal est le favori. Et en quart de finale, c'est très rare que le favori se perd en route. Moi, je dirais Sénégal. Sénégal, Naïm? Moi, je pense que le Bénin a réalisé son exploit. Il n'en fera pas 2 et le Sénégal va passer. Anderson? Sénégal. Sénégal. Je ne dis rien. Nigeria, Afrique du Sud. Peut-être plus ouvert qu'on ne pense ce match. C'est compliqué. Parce que moi, je vais du principe que éliminer le pays organisateur vous donne énormément de confiance parce que vous jouez devant 70 000 personnes et là il faut vraiment être costaud dans la tête. Moi je vais dire l'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Je pense que le Nigeria a quand même trouvé sa vitesse de croisière. C'est pas beau mais c'est efficace. Je suis d'accord avec Didier, je pense à beaucoup de l'Afrique du Sud. Ce serait une belle cote ça. Nigeria par un but d'écart. Par un but d'écart. Très belle cote. Le choc improbable si quand même. Madagascar-Tunisie. Moi, j'ai un pote. Ah oui, c'est vrai, qui joue à Madagascar. Oui, et je vais aussi dire un truc qui est drôle, mais depuis que la CAN a commencé, aucune équipe n'a ébranlé Madagascar. C'est-à-dire, les a baladés. Et ils jouent avec quelque chose qui est rare à la CAN. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'économie. Les Malgaches, ils sortent du terrain, ils sont tous KO. C'est-à-dire, ils ont tout donné. Et pour ça, je pense que Madagascar a un coup à jouer. Parce que la Tunisie, je les ai vus aujourd'hui, physiquement, ils n'ont pas répondu au Ghana. Mais techniquement, ils sont extrêmement puissants. Mais sous le soleil, devant des Malgaches qui vont tout donner, j'aimerais voir la Tunisie. Je pense que je vais m'avancer sur Madagascar. Madagascar, Naïm? Madagascar, rapidement. Anderson? Madagascar. Tunisie après prolongation. Et on finit rapidement, juste le vainqueur, s'il vous plaît, Algérie-Côte d'Ivoire. Didier. Algérie, Naïm, Algérie. Côte d'Ivoire, forcément, il n'a pas le choix. Algérie. On se donne rendez-vous jeudi, parce que demain, forcément, jour de repos, le premier match. Donc, ce sera Sénégal-Bénin, Nigeria-Afrique du Sud. On sera là après le coup de sifflet final pour débriefer sur tout ça. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.